sous-titre, c'est autobiographie intellectuelle. Je me demandais si, pour un professeur émérite à la Sorbonne, autobiographie intellectuelle, c'était pas un peu un pléonasme. Ah, pas tout à fait. C'est-à-dire que je tiens à mon... Bien sûr, je parle de moi-même, je parle surtout des maîtres qui m'ont formé. Et donc, c'est en ce sens, si vous voulez, que à la fois, je renvoie à ceux à qui je dois renvoyer le mérite de ce que je suis devenu. Et en même temps, ben voilà, je montre comment c'est à partir de là que, à mon âge, je suis arrivé à être professeur. Ah, oui. Vous êtes un amateur de la pluralité et, comme par hasard, apologie a plusieurs sens. C'est parfois une glorification, parfois une justification. André Berkoff, qui vous a interviewé sur Sud Radio, a dit, mais en fait, c'est une jubilation sociologique. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'un, l'autre ou la troisième définition? D'abord, pour en donner l'origine, j'étais influencé par un philosophe anglais qui s'appelle Newman, qui, au 19e siècle, était anglican et s'est converti au catholicisme. Voilà. Et in fine, à la fin de sa vie, il a écrit un livre qui s'appelle Apologia pro vita sua, hein, Apologie pour sa vie, où il montre en quelque sorte les combats qui furent les siens pour passer de l'anglicanisme au catholicisme et devenir cardinal. Voilà. Et dans le fond, pour ma part, c'était un peu cela, c'est-à-dire que je montre les combats qui furent les miens. Ce ne fut pas toujours aisé à la Sorbonne, on m'a pas mal critiqué, à juste titre. Et en même temps, moi, je montrais que le propre de l'universitaire, c'est là, j'aime beaucoup cette expression latine du XIIIe siècle, disputatio, hein, on discute en quelque sorte. Et donc, c'est en ce sens, je fais état dans cette apologie des discussions, des disputes, de la dispute, des disputes diverses que nous eûmes avec mes collègues, mes amis. Je ne dis pas mes ennemis, je dis certains adversaires. Hein, par exemple, j'ai quelques pages sur Bourdieu, j'ai quelques pages sur un philosophe comme Derrida, en montrant ce qui nous sépare, mais pas d'une manière forcément agressive, mais tout simplement s'inscrire dans cette disputation. Voilà pourquoi je dis apologie, hein, c'est-à-dire que j'ai enseigné 35 ans à Sorbonne et parfois il y a eu des vrais débats, des bons débats. Voilà pourquoi je dis apologie. Bernard de Chartres disait qu'il fallait se hisser sur les épaules de géants, phrase que vous reprenez dans votre ouvrage. Et la question qu'on peut se poser, c'est ces épaules. Quelle épaule représente Julien Freund et quelle épaule serait réservée à Gilbert Durand? Voilà en effet les deux personnes qui m'ont marqué. Freund, tout simplement puisque j'ai débuté à Strasbourg mes études avec lui. C'est lui qui, par après, a donné, quand je suis revenu à Strasbourg, la direction de l'Institut de polémologie qu'il avait créé et m'a introduit trois fois, que trois fois auprès de Carl Schmitt. C'est pas négligeable. Voilà. Alors donc, de lui, d'une part, j'apprends une critique du politique et d'autre part, quelque chose qui fait qu'on ne peut bien penser que si, je dirais, on s'incarne dans la vie quotidienne, ce qui par après fut une de mes perspectives, sociologie de la vie quotidienne. Voilà, donc pour Freud, c'est cette idée-là, euh, je dirais, de la concrétude de la vie sociale. Donc il m'a appris, il m'a fait connaître Max Weber qui disait il faut être à la hauteur du quotidien. Voilà le premier point. Alors bien sûr, Gilbert Durand, après mes études à Strasbourg, j'étais nommé assistant à Grenoble. J'ai rencontré Durand, qui fut pour moi qui est un grand penseur, un grand anthropologue, et qui fut mon maître et ami. C'est grâce à lui que j'ai compris l'importance de l'imaginaire. Donc, Freud, c'est ce qui est en bas, le quotidien. Durand, c'est le ciel, c'est l'imaginaire dans lequel on baigne, l'atmosphère, le climat. Voilà un peu les deux grandes perspectives qui furent les miens et qui ont été à l'origine de tous mes livres durant toute ma carrière, finalement. Alors vous en parlez peu, peut-être par modestie, mais moi j'aimerais qu'on aborde un peu le travail de transmission que vous avez fait. Vous avez dirigé 165 thèses en Sorbonne. Et vos adversaires, sinon vos ennemis, les ont qualifiés parfois de banales, de recherche banale. Et en parlant de l'imaginaire,
les ont traités de salles d'attente du délire. Alors, que faudrait-il leur répondre? J'ai été nommé, soyons clairs, en 81 professeur à la Sorbonne et j'avais la chaire de Durkheim, c'est-à-dire la chaire de sociologie générale, ce qui a chagriné beaucoup de mes chers collègues. En effet, j'étais assez jeune, j'avais 37 ans et en principe, on devient professeur titulaire à la cinquantaine. Moi, j'étais assez jeune. Mais dans le fond, dès l'abord, comme j'avais cette chaire, je rendais attentif au fait qu'il n'y avait pas simplement la sociologie de la famille, de la politique, du syndicalisme, ce qui était assez dominant un peu dans le domaine sociologique, mais au contraire, justement, s'attacher à la vie quotidienne. Montrer en quelque sorte que on est tributaire, c'est ça l'imaginaire, du climat, de l'atmosphère dans lequel on baigne. Et donc voilà, j'ai analysé ces ces éléments-là, et c'était pas quelque chose qui était dans l'air du temps. La dominante sociologique en France, et pas que sociologique d'ailleurs, psychologique, philosophique, est un peu une dominante hegeliano-marxiste, hein, à dominante sociologie. Quand on dit sociologue, on dit sociologue de gauche. Moi, d'une certaine manière, formé par la sensibilité de Max Weber, neutralité axiologique, neutralité. Hein, je ne sais pas, je ne dis pas si ceci est bien ou mal. Je me contente d'analyser. Voilà, donc il se trouve qu'on peut dire à l'université en général que les étudiants votent avec leurs pieds. Et mes amphis étaient pleins. Et donc, du coup, en effet, j'ai fait passer un certain nombre de thèses, vous voulez le dire, alors que mes chers collègues étaient directeurs de trois ou quatre thèses. Moi, j'en ai fait passer un certain nombre, ce fut mon métier. Vous voyez, pour tout dire, un professeur à l'époque, je ne sais plus maintenant, avait 3 heures de cours par semaine. Mais dans la vieille tradition, on avait ces peu d'heures de cours parce qu'on suivait beaucoup d'étudiants. Hein. Et les maîtres dont j'ai parlé, Freund, Durand, avaient bien sûr dirigé pas mal de thèses. Voilà, donc je l'ai fait sereinement. Vous le savez, puisque vous citez mon livre. Moi, je suis un fils d'ouvrier, mon père était mineur. Hein, et j'ai dit, il maniait la pioche, moi je maniais le stylo. Hein. Pour tout vous avouer, je recevais les étudiants chez moi. Hum. Et 2 après-midi par semaine, eh bien, mon salon, enfin le couloir était plein de gens qui attendaient que je les reçoive dans mon bureau. Oui, j'avais beaucoup de thèses, mais c'était mon métier. Hein, c'est-à-dire que je les considérais comme un vrai labeur, hein, dans le sens presque médiéval du terme, un peu, puisque je suis, sinon un spécialiste, du moins un amoureux de saint Thomas d'Aquin, eh bien, ce que faisait saint Thomas d'Aquin en Sorbonne au XIIIe siècle, pour ma part, je l'ai fait voilà, au siècle dernier en dirigeant toutes ces thèses. Vous avez écrit une quarantaine d'ouvrages. Et donc, dans deux grandes familles, la famille du climat d'atmosphère et la famille, non pas de la, mais du politique. Si vous deviez donner deux ou trois titres, ou trois ou quatre titres dans chacune de ces orientations, lesquels sont pour vous les plus significatifs? Alors, il y a d'abord, je dois le dire, mes 3 premiers livres. Mon premier est de 1976, Logique de la domination, un peu dans une perspective encore marxisante, je dirais. Et après, en 77, en 78, 79, c'est la conquête du présent, qui est une thèse sur la vie quotidienne, et la violence totalitaire, où je rends attentif, en effet, à ce totalitarisme doux qui est en train qui, de mon point de vue, se développe de plus en plus dans nos sociétés. J'analysais cela, la violence totalitaire, en 1979. Voilà. Ils viennent de reparaître, ces 3 tomes, dans un livre aux éditions du Cerf, qui est un compendium, hein, où on a publié en poche ces 3 livres. Alors voilà, c'est le fondement de mon travail. Après, pour répondre à votre question, il y a un trépied, hein, c'est-à-dire j'ai rendu attentif à la figure de Dionysos, l'ombre de Dionysos. Hein. Je pense que autant Prométhée a été la figure de la modernité, autant le retour du dionysiaque, de Dionysos, une figure qui de plus en plus va caractériser la postmodernité. Ensuite, j'ai écrit bien sûr ce livre qui s'appelle Le temps des tribus, hein, qui m'a valu quelques succès. La 6e édition va apparaître au mois de mai, vous voyez, avec une préface où j'indique en quelque sorte comment cet aspect prophétique que j'annonçais
hein, ce tribalisme, c'est-à-dire non plus la République une et indivisible, mais la res publica, la chose publique où il y a une mosaïque, où il va falloir s'accorder, tant bien que mal, ces tribus, pour le meilleur et pour le pire, les unes avec les autres. Donc, l'ombre de Dionysos, le temps des tribus, et puis un autre livre qui s'appelle Du nomadisme, qui aussi va reparaître en poche d'ici quelques semaines, où je montre comment on n'est plus enfermé dans une identité, ce qui était la caractéristique de l'individualisme moderne, mais où chacun a des identifications multiples, hein. On est nomade, si je puis un peu m'exprimer ainsi. Voilà un peu les trois, le socle de mes thèses d'origine, ces trois livres que je viens d'indiquer, et puis il y a bien sûr, je ne sais pas moi, des livres que je fais d'épistémologie, la raison sensible, la connaissance ordinaire. Vous voyez, voilà. Et ce sont sous ces livres-là qui se diffusent. Vous voyez, hier, j'ai reçu l'avis que la connaissance ordinaire, qui était un livre d'épistémologie, venait d'être traduit en arabe. Voilà. Mais il y a plus X de mes livres qui sont traduits dans de nombreuses langues. C'est cela qui est tout de même intéressant. Vous voyez, c'est-à-dire que j'ai été critiqué en France. Or, il se trouve que l'essentiel de mes livres sont traduits en portugais, en espagnol, en anglais, en arabe, en finlandais, en roumain, j'arrête. La Sorbonne était le lieu où, c'est plus tout à fait le cas, mais où on venait passer sa thèse, vous voyez, de l'étranger. C'était encore si je puis dire, la renommée de la Sorbonne et donc la renommée de la pensée française. Voilà. Mais c'était J'étais un de ceux qui ont essayé de participer à cette renommée en recevant et en acceptant tous ces étudiants qui maintenant sont devenus professeurs, sont devenus hauts fonctionnaires, parfois ministres dans tel ou tel pays. Voilà, j'ai fait là le travail que faisait traditionnellement un universitaire dans notre belle université qu'est la Sorbonne. Pas dit cela. J'ai dit, et je m'inspirais ici de Heidegger ou de cette grande dame qui est Hannah Arendt, qui d'ailleurs le reprenait de Nietzsche, on a une seule idée dans sa vie. Voilà. une Alors, seule une idée. seule idée, bien. Mais, Et moi, mon idée essentielle, c'est ce rapport entre le pouvoir institué et la puissance instituante, les élites et le peuple. Parfois, ça marche bien, le rapport entre les élites et le peuple. Parfois, ce n'est pas le cas. Actuellement, on voit bien cette espèce de déphasage qui existe. Voilà. Alors, mon idée, c'est ça, pouvoir et puissance. Et cela, je l'ai décliné de diverses manières au travers de mes divers livres, tout simplement, oui, hein, rendre attentif au fait que, vous voyez, un peu comme une vague qui va éroder une falaise, hein, ça avance, ça recule, etc. Et mes livres sont une continuelle réflexion sur cette idée-là. Alors, par rapport à votre première remarque, oui, je pense que celui-ci sera une forme de dernier livre, parce que je me suis rendu compte que j'avais dit tout ce que j'avais à dire. Et ce que je vais faire maintenant, c'est uniquement ce que je suis en train de faire d'ailleurs, faire des rééditions. Les éditions du Cerf viennent de prendre tous mes livres qui étaient épars dans diverses éditions, et je ferai chaque fois des préfaces, des préfaces importantes, en tout cas de mon point de vue, pour montrer que je n'avais pas tout à fait tort quand je parlais de tribalisme, de Dionysos, du nomadisme et de ce totalitarisme qui est en train d'envahir nos sociétés. Et voilà, en gros, je ferai des préfaces en montrant que l'idéal démocratique ne fonctionne plus, hein, que dans le fond, ces démocrates sont peu démophiles et même parfois démophobes, ils n'aiment pas le peuple, alors que d'une certaine manière, je valorise personnellement, moi, la sagesse populaire. Voilà un peu ce que je peux dire. euh, Michel Maffesoli, merci d'avoir répondu à mes questions. Bravo pour ce bilan qui, nous l'espérons, ne sera qu'un premier bilan. Et, euh, et à très bientôt.